Voilà, on arrive au bout de cette revue de presse du Courrier international du 23 au 29 avril 2020 avec deux articles, un sur le Yémen et l'autre sur la Turquie, donc le Moyen-Orient. L'article sur le Yémen s'intitule « Vivre à Sanaa sous la coupe des Houthis ». Un article de Sanaa Center, Sanaa étant la capitale du Yémen, située au nord, la ville, bon, je ne sais plus trop ce qu'il en reste, avec les bombardements. Mais voilà, donc l'article dit ceci: depuis 2015, la capitale du Yémen, tenue par les rebelles, vit sous l'emprise de la terreur. Face au risque, ce journaliste témoigne sous pseudonyme sur un site indépendant de la façon dont les nouveaux maîtres de la ville ont accaparé les richesses et censuré toute forme d'expression politique. Voilà, alors ça me touche particulièrement cet article parce que j'ai accompagné un voyage au Yémen en 2007, c'était le dernier voyage que j'ai accompagné au Proche-Orient. Et puis, en 2015, j'ai mené avec des amis une campagne pour dénoncer les bombardements de l'Arabie Saoudite avec des armes occidentales, dont celle de la France et d'une coalition, contre la révolte donc des Houthis, qui sont des chiites du nord du Yémen, qui se sont révoltés contre le pouvoir du gouvernement, donc contre le gouvernement du Yémen, qui était à la solde de l'Arabie Saoudite lorsque ce gouvernement-là a augmenté le prix du pétrole. Et c'est une chose extrêmement importante, le pétrole au Yémen, comme ailleurs, mais au Yémen aussi parce que les distances sont grandes. Il y a beaucoup de déserts, les gens sont obligés de circuler. C'est un pays qui est très pauvre, c'est le pays le plus proche du Moyen-Orient. Et du coup, il y a eu cette révolte qui est devenue une révolution et qui a entraîné une répression absolument terrible à coups de bombardements, etc., contre les Houthis, aussi parce que les Houthis étaient dans le nord du Yémen et que là on est proche des puits de pétrole de l'Arabie Saoudite, de ses plus grandes exploitations pétrolières, et parce que les Houthis sont des chiites, et donc on disait que c'était soutenu cette révolte par l'Iran. Voilà, toujours dans cette rivalité entre les sunnites wahhabites de l'Arabie Saoudite et les chiites iraniens avec leur sphère d'influence, etc. Voilà. Et d'un côté soutenu par les Occidentaux, hein, dans le cas des Saoudiens, bien que ce soit un état de charia où la femme, c'est pas la peine d'en parler, hein, dans un état de charia, avec de la torture, des prisonniers politiques, etc., peine de mort, hein, mais on soutient ce pays parce qu'on fait des affaires avec lui, et donc on lui vendait des armes. Donc j'ai lancé cette campagne avec d'autres personnes, des droits de l'homme, de l'humanitaire, etc., parce que c'était les populations civiles qui ramassaient ces bombes sur la tête, mais là on voit que les Houthis apparemment sont guère mieux que les autres, hein. Que ceux de l'Arabie Saoudite. Bien, juste parce que c'est quand même important de comprendre les différentes factions dans l'islam, hein, parce que c'est à la base de beaucoup de conflits dans lesquels nous intromettons pour nos propres intérêts, qui sont les Houthis. Les Houthis sont un groupe armé nommé d'après la famille de leur fondateur. Les principaux chefs, les El-Houthis, ils sont issus de la communauté zaïdite dans le nord du Yémen. S'ils forment une branche du chiisme, leur pratique religieuse est plus proche de celle des sunnites yéménites que de celle des chiites iraniens, irakiens ou libanais. Toutefois, ils se sont de plus en plus alignés sur le discours politique et idéologique de Téhéran, en conflit avec le pouvoir central et épisodiquement avec les Saoudiens. Les envahissent en septembre 2014 la capitale Sanaa, puis la majeure partie du Yémen. Le 25 mars 2015, les armées saoudiennes et émiraties entrent en guerre contre eux
Mais 5 ans plus tard, donc il ne parle pas de tous les massacres qu'il y a eu, hein, des populations civiles, des problèmes d'eau, des enfants qui mouraient, du froid, etc. Parce qu'il y a beaucoup de montagnes là-bas et le désert la nuit, bon, c'est pas bien non plus. Et donc, mais 5 ans plus tard, donc l'article fait un saut. Hein. 5 ans plus tard, il paraît de plus en plus clair que les Saoudiens cherchent à se désengager militairement. Les Émirats ont retiré leurs troupes, mais soutiennent des milices sécessionnistes qui veulent rétablir l'ancien Yémen du Sud. Parce que le Yémen, effectivement, il y a eu une longue guerre civile qui a fait énormément de mal à la population entre Yémen du Nord, qui était plus traditionnaliste. Hein. Il faut savoir que c'est un pays, bon, c'est le pays d'où vient la famille de Ben Laden. Absolument toutes les femmes sont voilées. Ils tirent le couteau pour un oui ou pour un non. Hein. Il ne s'agit pas de rigoler. Et tout le monde a des kalachnikovs. Bon. Et du coup, le Yémen du Sud était davantage financé, si je me souviens bien, par l'Union soviétique, donc beaucoup plus modernisé, etc., un petit peu comme ce qui se passait en Afghanistan, dans la période où ça a été un gouvernement soutenu par Moscou. Mais cette guerre civile a énormément abîmé la population, et aujourd'hui le Yémen est en grande partie sous l'emprise aussi du khat, qui est un arbre dont on mâche les feuilles jusqu'à avoir une joue énorme, et quand vous vous baladiez dans les marchés, moi j'étais en 2007, les gens étaient avachis par terre et ils tournaient au ralenti, jusqu'à enlever leur culture vivrière, à faire travailler leurs enfants pour se procurer du khat. Donc c'est un pays qui a été encore une fois extrêmement abîmé, alors que c'était un pays magnifique, extrêmement abîmé au niveau architectural, tout ça, par la guerre et des intérêts étrangers, ou les pesanteurs de leur propre patriarcat, de leur propre système extrêmement ancien. Les Émirats ont retiré leurs troupes, mais soutiennent des milices sécessionnistes qui veulent rétablir donc l'ancien Yémen du Sud. Les Houthis profitent de la situation en consolidant leur emprise sur le nord, qui forment en quelque sorte le Yémen utile. Ils y ont établi un pouvoir autoritaire et de plus en plus sectaire, dont la condamnation à mort récente de 4 journalistes à Sanaa est une illustration. Voilà. Pour finir, un article donc sur la Turquie de Erdogan. On a appris récemment que Erdogan avait fortement incité la diaspora turque, les populations immigrées turques en Occident, à avoir un rôle actif dans la propagation de l'islam, donc à convertir en fait des populations locales athées, agnostiques, chrétiennes ou autres. Et Erdogan, voilà ce qu'il vient de faire, hein, ou ce qu'il a promis de faire, pour désengorger les prisons. Alors j'espère ne pas être victime d'une désinformation. Hein, pour désengorger les prisons face à la pandémie, 90 000 détenus de droit commun devraient être libérés, dont de nombreux criminels. En revanche, les prisonniers politiques demeureront incarcérés. Et là, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'Amérique centrale, où les mafias font la loi. L'Amérique centrale, hein. Les services que rendent les criminels et les mafias au gouvernement autoritaire, je fais allusion à l'assassinat de Kennedy, à la façon dont la mafia américaine avait aidé les États-Unis à être libérés du fascisme. Bon, ça c'était bien, mais par la suite ils les ont laissés pour s'opposer à un certain nombre de choses, dont le Parti communiste italien, que personnellement, je me trompe peut-être, mais je ne soupçonnais pas d'être à la solde de Moscou. Et donc voilà, la mafia, le Vatican, ça a été dit dans une interview par Gaël Giraud, qui est un économiste et un prêtre jésuite, mais qui a beaucoup de liberté de penser, qui a dit ouvertement que la Banque du Vatican avait servi de blanchiment à la mafia, parce qu'il y a de très anciens services qui ont été rendus
pour contrer l'athéisme, le Parti communiste, tout ce qui était la pensée de gauche, service rendu par la mafia à l'Église catholique. Et aux États-Unis et au mouvement d'extrême droite, c'était la stratégie de la terreur, hein, les années de plomb, les années 70, avec des attentats jusque dans les années 80. Donc la façon dont Erdogan libère 90 000 détenus à cause de la pandémie, bon, ça peut être vu comme une façon de leur éviter de mourir, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi une façon tout à fait habile d'avoir des gens qui va contrôler, parce qu'on rigole pas avec l'armée en Turquie, pour maintenir la population toujours plus dans la soumission à son régime qui est autoritaire et de plus en plus proche des islamistes. Et du coup, voilà, ça rappelle aussi ce qui s'est passé en France, où on a libéré des détenus récemment à cause soi-disant du coronavirus, et encore une fois, comment certains détenus, pendant leur liberté, eh bien, ont fait des attentats. C'était le cas en France ces dernières années, hein. Ils auraient dû être en prison, ils étaient dehors, ils ont fait les attentats, Charlie Hebdo, l'attaque, donc des attaques antisémites, et ces personnes-là, eh bien, après, sont tout simplement tuées, parce qu'il ne s'agirait pas qu'elles parlent. Peut-être, hein, comme Kadhafi a été aussi tué lorsqu'il a été capturé, ou Saddam Hussein, alors que c'était des gens qui avaient des contrats et qui avaient rendu beaucoup de services à certains gouvernements occidentaux. Voilà, voilà. Donc, comme ça, on crée aussi bien le désordre que l'ordre. On fait peur aux populations avec des gens qui n'ont peur de rien, hein. Qui n'ont pas peur du gouvernement en tout cas, ou qui en ont peur s'ils ne font pas ce qu'ils sont venus faire quand ils sont libérés, c'est-à-dire peut-être contrôler la population. C'est une hypothèse, mais ça s'est confirmé plusieurs fois, je sais pas tout à l'heure, hein, du cas de l'Iran, de Mossadegh, le président qui avait nationalisé le pétrole, et le gouvernement étranger, qui avait la CIA, qui avait payé des prostituées, des criminels, tout ça, pour manifester, des délinquants, pour manifester, faire croire à une grande manifestation par la façon dont c'était filmé, et ensuite légitimer le coup d'État contre Mossadegh pour instaurer le Shah en Iran, et ensuite le Shah, ça a créé le mécontentement, ça a donné la révolution islamique, etc., etc., etc. Alors que si on avait laissé le président Mossadegh, ça se serait sans doute beaucoup mieux passé pour le bénéfice de tous au niveau iranien et international. Voilà, et donc un amendement, toujours chez Erdogan, hein, a été ajouté pour empêcher la libération de plusieurs journalistes récemment arrêtés. C'est un article qui est signé Courrier International à partir des presses comme Cumhuriyet, T24, le quotidien d'opposition kémaliste et nationaliste Sosçu, et le quotidien Evrensel. Voilà par exemple ce que dit Cumhuriyet, hein. Des auteurs de féminicides, des violeurs, des pédophiles pourront être libérables, mais pas les détenus d'opinion. C'est quand même incroyable. Le site partage des images de l'agence de presse IHA, interviewe les détenus tout juste libérés. Nous sommes libres. Merci à notre président, merci à Devlet Bahçeli, nous leur sommes redevables, merci à nos députés, que Dieu maudisse les députés qui ont voté contre l'amnistie. Voilà, voilà. Donc, là, je lis un autre passage donc, du quotidien d'opposition Sosçu. À 3 h du matin, pour empêcher la libération de tous les Bahris emprisonnés, ils ont ajouté un amendement couvrant les crimes contre le MIT, les services secrets turcs. Tout cela sous le prétexte qu'il y aurait un risque que Baris prenne la fuite, alors que toutes les villes sont bouclées à cause du coronavirus et que les avions, les bus sont à l'arrêt. Mais ils voulaient leur vengeance, ils espèrent qu'il mourra du virus en prison, mais ils doivent savoir que la rancune et la violence des faibles, écrit le journaliste Soner Yalçin dans le quotidien d'opposition kémaliste et nationaliste Sosçu.
Voilà, donc lui c'est un parti bon, qui est donc dans la tradition de Mustafa Kemal Atatürk, hein, et du nationalisme turc. Et donc beaucoup de journalistes incarcérés n'ont pas bénéficié de l'amnistie à cause d'un amendement de dernière minute. Voilà. En particulier Baris Tergoglu, employé par le média en ligne Oda TV, est emprisonné au mois de mars pour avoir révélé la mort de militaires et d'agents secrets turcs en Libye. La Turquie est fortement impliquée dans la guerre civile libyenne. Donc, même si effectivement il y a un risque de mort en prison, et je le répète à chaque fois, moi qui suis quand même contre le système carcéral, mais qui dénonce aussi le fait que la justice protège l'immunité parlementaire en haut et l'impunité en bas dans la société, prenant les personnes entre les deux, bien entre deux feux, et eux par contre on leur laisse rien passer, hein. Donc ça, il y a un énorme problème du système judiciaire en France, et s'il faisait vraiment son boulot, beaucoup de personnes seraient sous les verrous, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les médias, hein, dans la banque, hein. Ce sont des gens qui font énormément de mal au niveau national et international. Mais la justice française ne les met pas sous les verrous, donc il y a de quoi émettre quelques doutes sur cette soi-disant vénérable institution qui se prétend la garante de l'état de droit en France, mais c'est avant tout défendre ses intérêts dans un certain nombre de cas et se vendre à ceux qui lui offriront le plus, y compris des criminels bien connus, et ensuite on fait de ces avocats de véritables stars sous prétexte d'être dans la tradition de Voltaire. Hein, ce cher Voltaire qui avait des actions sur les bateaux d'esclavage, les bateaux négriers, mais qui défendait évidemment à grand renfort de publicité des gens comme le protestant Calas. Hein. Donc on voit que la tradition n'a pas changé, et les grands journaux, on vient de le voir avec le Courrier international, les grands journaux du monde sont encore dans cette tradition. Donc c'est à vous, à nous, de parler, de diffuser l'information, les faits, sourcer, c'est extrêmement important de les diffuser, de contre-attaquer par rapport à des journalistes, des personnes qui se prétendent au-dessus de tout soupçon, mais par qui ils sont payés, par quels journaux, par quoi ils se sont illustrés par le passé, en quoi ce sont des journalistes d'investigation, qu'est-ce qu'ils ont dit pour prévoir les choses, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, est-ce qu'ils méritent vraiment leur place. Voilà, donc il y a de très bons livres pour ça. Il y a aussi le très bon film Les Nouveaux Chiens de Garde, je crois, de Serge Alimi. Je vous engage vraiment à vous réapproprier votre liberté d'expression par la culture, par l'expérience, en n'hésitant pas à parler avec toutes sortes de personnes, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend, et en fréquentant tous les milieux, même si aujourd'hui la situation du confinement, bien évidemment, le rend très difficile. Merci à tous.